Je vous présente mes invités. Ils ont comme point commun tous les trois d'être Français d'origine, d'être expatriés, de vivre dans le secteur de Montréal, chacun depuis un moment différent. On a une personne ici qui est avec nous depuis 35 ans au Québec, mais on a aussi quelqu'un qui est arrivé depuis plus récemment, septembre 2015. Alors, je vous les présente et on va voir leur couleur politique, mais surtout comment ils ont suivi à distance cette campagne électorale. Donc, notre doyen, si on veut, au Québec, Éric Luxembaert, ça fait 35 ans que vous êtes ici. Ça fait 35 ans que je suis arrivé ici avec ma famille et puis je suis de loin la politique française. Bon, vos couleurs politiques finalement, vous allez voter pour qui? Alors je suis de droite et je vote pour Fillon. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Notre prochain invité, celui du milieu, Stéphane Ilinski. Alors vous êtes ici depuis aux alentours de 3 ans, presque 3 ans. Vous travaillez à Montréal? Oui. Vous avez fait votre choix aussi? Oui. Et c'est? Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un choix récent ou... Non, en fait, j'ai commencé de suivre Emmanuel Macron après m'être désintéressé pendant des années de la politique française, assez tôt, il y a environ 8 mois. Et puis notre plus jeune invité, alors Thibault Frelich, vous êtes étudiant ici, vous étudiez en droit, et vous êtes arrivé quand même assez récemment. Oui, ça fait 1 an et demi que je suis arrivé. Et vous avez fait aussi votre choix politique? Exactement, j'ai choisi de voter Jean-Luc Mélenchon demain à Montréal. Vous avez suivi donc tous les trois cette campagne à distance. J'aimerais avoir vos impressions. Je vais commencer avec vous, M. Luxembourg. Alors, vous avez décidé de voter Fillon. Pourtant, Fillon, il traîne les affaires, comme on a dit tout le long de cette campagne. Vous avez vu la réaction des Français. Vous avez vu le vent tourner aussi pour ce monsieur. Finalement, pourquoi vous restez convaincu? Parce qu'en France, et déjà quand j'habitais en France, ce genre d'affaires, tous les hommes politiques, ils ont participé. Que ça soit Mitterrand, quand il avait sa fille, que tout le monde le savait, avec sa femme, il entretenait sa maîtresse. Que ça soit Chirac qui a donné des appartements à des proches, si vous voulez. Donc la France, elle enterrait ces histoires-là. Donc à cause du multimédia, maintenant, on est au courant de tout. Mais au moins, Fillon, c'est quelqu'un, d'après moi, qui connaît bien la politique, qui a fait pendant 5 ans Premier ministre avec Sarkozy, et puis il avait un très très bon bilan. Et à la sortie, lui, il n'a pas joué l'immunité. On l'a convoqué, il y a été, il s'assume, puis à date, il n'y a pas grand-chose. Alors quand on élit quelqu'un, moi je pense qu'il arrive avec sa famille. On le voit aux États-Unis avec Trump, il arrive avec sa smala. Lui, il est arrivé avec toute sa famille. Il a fait peut-être un peu trop participer, mais là, je crois que c'est familial, c'est humain. Alors ça me fait pas peur. Par contre, il a une stature, et par rapport à tous les autres, je crois que c'est celui qui protégerait mieux la France. Puis il faut pas oublier que la France, quand vous arrivez en France, j'y étais il y a pas longtemps, vous arrivez dans un pays en guerre. Il y a des militaires, il y a la police, c'est des mitraillettes partout. Il faut quelqu'un qui soit solide, qui connaît la politique. Et je pense que c'est celui qui a le plus d'expérience, donc c'est celui à qui je fais confiance. Quel est le pire scénario, selon vous, celui que la France doit éviter? Vous avez essayé d'avoir quelqu'un qui représente Marine Le Pen. Personne ne vient, donc si vous voulez, tout le monde est dans le sens de Marine Le Pen, mais tout le monde se cache. Alors ça ferait quoi si elle était élue? Une France entière qui se cache derrière elle, c'est compliqué, là. Et je pense que celui qui est plus à droite, qui va resserrer tout ça, qui va redonner une France un peu comme dans le temps de De Gaulle, c'est Fillon, le seul. Et pour éviter justement que ça soit trop l'extrême droite et qu'il y ait plein de problèmes. Bon. On va voir ce que vos compatriotes en pensent ici. Parfait. Alors, M. Ilinski, votre choix est fait. Vous avez dit même c'est un retour pour vous à une participation. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui vous pousse justement à faire ce retour? Ce retour, alors il y a plusieurs éléments. D'une part, la montée de l'extrême droite et le catastrophisme, si je puis dire, que représenterait une Marine Le Pen à la tête de la France, qui serait un désastre total. D'un autre côté, j'observe qu'il y a 2 types de candidats dans ces élections. Il y a d'une part l'ouverture à l'Europe, l'ouverture sur le monde, sur la mondialisation, que l'on traite d'une manière assez maudisante, si je puis dire. Et d'autre part, les candidats qui prônent le repli sur soi. Et ce qu'on observe aux États-Unis, par exemple, avec M. Trump. Ce qu'on a vu en Grande-Bretagne. Ce qu'on a vu en Grande-Bretagne. Donc il y a les candidats qui veulent ouvrir le pays et puis apaiser, si je puis dire, l'esprit qui règne en France. Et ceux, au contraire, qui cherchent au repli. Ça peut être Mme Le Pen, mais ça peut être aussi M. Mélenchon. D'une certaine... Ah oui, vous inquiète aussi, M. Mélenchon? Oui, tout à fait, parce que, alors, il a des très belles idées, ci et là. En revanche, sur un plan purement économique, je veux dire, son programme ne peut
pas tenir la route. Il coûte beaucoup trop cher. J'aimerais notamment. entendre M. Frelich là-dessus, parce que vous, c'est votre candidat. Il vous fait pas peur, M. Mélenchon? Il ne fait pas peur, je suis désolé, ne m'inquiète pas. Mais pourquoi il vous attire, en fait? Il m'attire parce qu'aujourd'hui en France, on est dans une situation d'urgence. Moi, je vois une triple urgence, une urgence démocratique. Et je pense que M. Fillon incarne aussi cette urgence démocratique. M. Hollande l'incarne. Une urgence sociale, 9 millions de pauvres, c'est quand même terrible. Enfin, je veux dire, 4 millions de mal logés. Et une urgence écologique. Je pense qu'on ne peut pas continuer à mener quelque politique que ce soit sans considérer l'urgence écologique. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon ne m'inquiète pas du tout. Son programme économique est l'un des seuls programmes qui a été chiffré, qui a fait l'objet d'un chiffrage qu'on peut voir, qui a duré 5h30, qui est un plan de relance dit keynésien, donc de relance de l'activité par la consommation, par la répartition des richesses. Et avant, on parlait de retrouver une époque dorée. Bon, si on parle des années 70, les écarts salariaux étaient en moyenne de 1 à 20. Ils sont aujourd'hui, dans les entreprises, ils sont aujourd'hui de 1 à 370. C'est quelque chose d'assez inquiétant. Et si vous voulez rediriger tout ça dans un sens qui soit un peu plus raisonnable, c'est en effet ce qui est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et finalement, le programme le plus raisonnable, le moins naïf, c'est bien celui-ci. Mais on présente pourtant comme étant d'extrême gauche. Est-ce que vous le voyez extrême, vous? Absolument pas. Non, vous ne le voyez pas extrême? Je sais pas, c'est peut-être votre analyse. Si vous, monsieur Luckenberg, vous le trouvez extrême, monsieur Mélenchon? Puis de toute manière, les différences dans les salaires, c'est aussi provoqué par la gauche. Parce que la gauche, elle empêche les gens de travailler. Alors si vous empêchez les gens de dépasser 35 heures, ils ne peuvent pas avoir de gros salaires. Alors à partir du moment où vous avez Fillon qui veut remonter les heures, qui veut les remettre à 39 heures, si vous voulez, et empêcher que ça soit des heures supplémentaires. Deuxièmement, il veut combattre le fait qu'on ne puisse pas, comment que ça s'appelle, arrêter un employé, j'ai le mot sur la bouche, licencier, qu'on ne peut pas licencier. Les employeurs, il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 70% des employés qui travaillent dans des PME, dans des petites entreprises. Les employeurs, c'est tellement cher en France, les déductions à la source, comme on a ici, que les gens hésitent à employer quelqu'un. Alors si vous engagez quelqu'un et que vous ne pouvez pas le licencier quand les affaires baissent, c'est une catastrophe, alors ils n'engagent pas. Alors là, on vient de camper vos positions politiques et on vient de camper aussi les raisons qui vous poussent chacun vers des candidats différents. Mais j'aimerais qu'on parle de Marine Le Pen. Effectivement, j'ai fait des démarches pour demander des gens comme vous, qui ne sont pas des militants, mais simplement des Français expatriés, qui voudraient faire leur sortie publique et dire qu'ils assument le fait qu'ils vont voter Marine Le Pen. Je n'ai eu que des refus pour venir ici sur le plateau. Est-ce que ça vous étonne? Non, moi Non? personnellement, ça ne m'étonne pas parce que les gens, ils n'osent pas dire tout fort ce qu'ils pensent. Mais à la sortie, quand vous arrivez en France, excusez-moi, là, moi, j'ai rien. Vous savez, moi, j'ai un restaurant et dans mon restaurant, j'ai toutes sortes de populations qui travaillent avec moi. Donc, j'ai des musulmans, j'ai des juifs, j'ai des chrétiens, j'ai de tout. On s'entend tous très bien et ainsi de suite. Mais par contre, quand ils viennent dans un restaurant, nous, on est un restaurant français, quand ils viennent, ils ne veulent pas voir que ça soit écrit en arabe ou écrit en portugais ou écrit en ce que vous voulez. Quand vous arrivez à Marseille, maintenant, vous n'êtes plus en France, vous êtes dans un pays arabe. Vous êtes comme à Alger, tous les panneaux sont marqués en arabe et ainsi de suite. C'est ça que les gens, je crois, ils en ont marre et ils veulent combattre et ils veulent retrouver leur France à eux et pas la France du monde entier et qui n'existe plus. Exactement. Et que vous ne vivez plus parce que vous vivez maintenant ici à Montréal et vous regardez tout ça de loin. Triste, on est triste. J'aimerais qu'on en parle. Monsieur Linsky, on va enchaîner avec vous. Vous l'avez donc vécu à distance. Oui. C'est une France que vous avez bien connue. Vous avez passé la majorité de votre vie là-bas. Votre fille vit encore là-bas, mais maintenant absolument. vous vivez avec une Québécoise à laquelle vous vous êtes marié. À distance, comment vous la voyez, la France, et comment vous l'avez vue, cette campagne électorale? Écoutez, je dois dire que le fait de vivre ici à Montréal, au Québec plus précisément, m'a considérablement ouvert et m'a permis justement de prendre un certain recul par rapport à ce que je considérais être mon pays, la France, et m'a ouvert les yeux notamment sur des sujets qui nous concernent beaucoup en France finalement, tels que la pluralité des religions, la notion de laïcité qui est vécue ici au Québec très différemment de la façon dont on la vit en France, mais en tout cas cette notion existe et est très quotidienne. Également, une chose dont on a relativement peu parlé, et c'est bien dommage durant cette campagne, c'est la position des femmes dans la société, et l'égalité et la parité. Vous voyez une grande différence entre Montréal et la France Elle est là-dessus? énorme. Et je dois dire que, n'en déplaise à monsieur Fillon a eu une phrase encore hier, lors du débat télévisé,
qui m'apparaît comme une aberration moyenâgeuse par rapport à la position de la femme. Je veux dire, il s'est adressé d'une manière extrêmement péjorative à une journaliste qui lui posait des questions. Avez-vous l'impression, donc, aujourd'hui, d'être en décalage avec Oui, la France? oui. Alors oui, avec cet optimisme que je souhaite faire reposer sur une personnalité telle qu'Emmanuel Macron, mais avec une certaine dose d'optimisme, parce que je crois fortement que la France peut dépasser tous les clivages dont elle est la proie finalement depuis plusieurs décennies. Et j'aimerais entendre notre plus jeune finalement, parce que vous incarnez réellement la jeunesse dans votre statut d'étudiant aujourd'hui. Vous votez vraiment de gauche, là, mais de façon très, très affirmative ici. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai manqué la dernière fois. Non, je disais comme mon candidat d'ailleurs. Bon, vrai que... voilà, que vous semblez vraiment apprécier avec beaucoup de vigueur, je dirais. Mais parlez-moi de la France. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de suivre cette campagne électorale à distance d'abord? Il est vrai que être français, on n'arrête jamais d'être français, quel que soit le lieu où on habite, qu'on soit au Canada ou autre part. Par conséquent, j'ai suivi ça de façon très attentive dans les médias. J'ai la chance de faire des allers-retours entre la France et le Québec pour les fêtes, ce genre d'événements. Et donc, j'ai suivi ça de très près. Et je dois dire que quand on vote pour un candidat, ça a des répercussions à l'étranger. Moi, je pense que le programme qui est porté par le candidat pour lequel je vais voter demain est un programme qui est bon non seulement pour la France, mais aussi pour l'humain en général, puisqu'il situe l'humain d'abord et qu'il s'attaque à des urgences qui ne peuvent pas être réglées qu'à l'échelle nationale. C'est manifestement pour vous le candidat qui est porteur d'espoir et qui ressemble à votre vision du monde. Mais parlons de la campagne comme telle. Oui. La plupart du temps, j'entends des gens qui se désolent de cette campagne. On a même vu un papier, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, ce matin, c'était dans le journal Le Monde, entre autres, c'est une autre expatriée, une femme cette fois-ci, qui parlait même de son dégoût et de sa honte face à la France dans le cadre de cette campagne. Ce qui a été dit, ce qui a été vu, les extrêmes qui se sont presque radicalisés davantage. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bon, tout d'abord, les extrêmes, on s'entend que, je ne sais pas ce que vous entendez par ça, mais je ne vois pas de radicalisation. Mais dans le discours vous le remarquez pas, gauche, non. À l'extrême droite, ceci étant, je vois une radicalisation très forte et je vois une radicalisation forte aussi par le candidat de la droite qui est devenu un candidat de droite extrême. Et souvent, entre François Fillon et Marine Le Pen, on tombe dans un jeu des 7 différences. Sur les questions de société, la remise en cause du droit à l'avortement qui devrait être inscrit dans la Constitution, par exemple. Mais c'est vrai que cette campagne a été, il faut bien le dire, pourrie par les affaires Fillon, où finalement on ne parlait que de ça. On n'a pas pu développer des programmes, des idées de fond. Et peut-être même que je me demande de temps en temps pourquoi parler tant de ces affaires qui sont très importantes. Il faut en parler. Mais enfin, mettre des journalistes tout le temps devant des portes en attendant, disant il se passe quelque chose derrière cette porte. On passe à côté peut-être finalement des véritables enjeux. On passe à côté des vrais enjeux. J'aimerais vous entendre sur l'immigration aussi. Oui. Alors parce que c'est vraiment le cœur de cette campagne, c'est comment on reçoit l'immigration en France. Est-ce qu'on la voit comme une menace? Est-ce qu'on la voit comme un atout? Est-ce qu'on arrive à intégrer? Vous allez être le dernier à prendre la parole parce que le temps file très très rapidement. Mais êtes-vous capable de me dire, avez-vous l'impression que votre candidat ou un autre, puis gardons une distance aussi là, avec les appréciations qu'on peut avoir envers les uns et les autres, avez-vous l'impression qu'effectivement, on peut cheminer en France sur cette question? Oui. Alors déjà, bon, c'est une question parmi d'autres. C'est pas la question centrale. Mais elle est quand même assez majeure. Mais elle est importante. Il est vrai qu'il y a des réfugiés qui arrivent en France. Et il faut pouvoir débattre de tout sujet dans une démocratie paisiblement, en mettant de côté les a priori et les préjugés. En France, ce n'est pas la guerre. En France, il y a en effet l'état d'urgence, mais affirmer qu'en France c'est la guerre est une chose fausse. Il faut gérer les choses calmement. Quand on voit des mitraillettes dans la rue, c'est la guerre. Parce que quand c'est paisible, il n'y a pas d'armes dans les rues. Et aujourd'hui, partout où vous allez en France, il y a des armes. Alors c'est une campagne qui fait dans un pays en guerre. Bon. Écoutez, on va se laisser là-dessus. C'est le temps qu'on avait, mais je vous fais une offre. Et je vous l'ai fait en direct sur le plateau. Il va y avoir un deuxième tour. Voulez-vous répéter l'expérience et être avec nous? Avec plaisir. Oui. Je serai en France. Plaisir. Et Mme Le Pen n'y sera pas. Donc, tout va dépendre. On ne peut pas présumer, mais on va s'arranger donc pour vous avoir tous les trois encore. On va avoir eu donc les résultats de ce premier tour. On verra avec plus de précision comment ça se présente pour le deuxième. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien.